Ok. Alors, petit résumé de ce qu'on avait vu au cours précédent. Léo est arrivé, bah tant mieux, c'est bien. Et Younes, par contre, lui, il n'est pas arrivé. Ok. Donc, petit résumé du cours du chapitre précédent. On a commencé à regarder des mouvements à force centrale et on avait établi deux informations. Première information, il y a conservation du moment cinétique, ce qui a comme conséquence que le mouvement est plan et qui suit la loi des airs. Deuxième information, le mouvement il est conservatif, ce qui a comme conséquence conservation de l'énergie mécanique. Et du coup, on avait un problème au départ à 3 degrés de liberté, qu'on a réduit à 2 degrés de liberté, parce que le mouvement est plan. Et on a deux équations pour caractériser ce problème. Première équation donnée par la constante des airs, deuxième équation donnée par la conservation de l'énergie mécanique. Donc là, on va mettre ça en place dans une situation qui est une situation avec une situation de base, avec un ressort. Donc vous avez, alors je vais le dessiner en dessous, donc vous avez un point M fixé à un ressort. Le ressort, a priori, il a un mouvement absolument quelconque, donc c'est pas juste un mouvement d'oscillation verticale ou horizontale comme on a vu en début d'année. Là, on veut faire vraiment le cas le plus général. La seule info qu'on a, c'est on connaît la longueur de départ et la vitesse de départ. Donc on peut représenter la situation de départ comme ça. Donc vous avez, alors, attendez que je me mette là, hop, tac. Le point O qui est ici, le point M qui est ici, le ressort qui est comme ça, et puis il y a une vitesse initiale alors qui est complètement arbitraire, donc par exemple comme ça. Ça c'est votre vitesse initiale, ça c'est L0, comme ça, d'accord? Ça c'est la situation de départ. Alors première question, on vous demande de montrer que le mouvement est plan. Pour montrer que le mouvement est plan, faut refaire ce que j'ai posé au début. Donc vous faites le système. Donc le système, c'est le point M de masse M. Vous faites le bilan des forces. Alors le référentiel, c'est le référentiel terrestre galiléen. Donc ça, il n'y a pas de piège. Vous faites le bilan des forces. Et dans le bilan des forces, là, on fait une situation où on n'a que la force de rappel élastique qui entre en jeu. Donc je vais dessiner par exemple comme ça. Ça, c'est la force de rappel élastique. Donc il n'y a que la force de rappel élastique. Qu'est-ce que je connais sur cette force? Je connais deux choses. Elle est conservative, ça on l'a déjà étudié. Conservative. Et elle est centrale. Ça, c'est la nouveauté du chapitre. D'accord? Donc je commence par force centrale. Donc sa force centrale, ça va me permettre de montrer que le mouvement est plan. Donc comme la force est centrale, je fais un théorème du moment cinétique par rapport au point O qui était ma référence, qui était ici. Et j'écris la dérivée du moment cinétique par rapport à O. Alors il n'avait pas de notation le moment cinétique, donc c'est moi qui l'introduis, c'est bon. Et égale OM vectoriel F élastique égale vecteur nul ici. Donc j'en déduis que le vecteur sigma 0 c'est un vecteur constant. Si c'est un vecteur constant, sa direction ne change pas au cours du temps. Or, par construction, sigma de 0, il est perpendiculaire à la vitesse, quel que soit le temps. Et il est aussi perpendiculaire au vecteur position. Donc vous avez un vecteur de direction fixe. Le vecteur position est perpendiculaire à ce vecteur. Le mouvement se fait dans le plan perpendiculaire à sigma 0. Donc mouvement plan dans le plan
perpendiculaire à sigma 0. D'accord? Contenant le point M à l'instant de départ. Ça, c'est la première question. Grand classique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour cette question, c'est que vous faites le théorème du moment cinétique. C'est ça la petite subtilité, c'est que vous ne faites pas le premier théorème auquel on a envie de penser en méca, parce que c'est celui que j'ai construit en dernier, et c'est celui qui vous permet de simplifier le problème. Du coup, on donne C, la constante des airs associée au mouvement. Idriss, on en déduit que le mouvement est plan parce que votre vecteur sigma 0, là, ce vecteur-là, sa direction ne change pas. Or, sigma 0, il est obtenu en faisant le produit vectoriel de ce truc-là par m fois ce truc-là. Et par définition, le produit vectoriel de deux vecteurs est perpendiculaire à chacun des deux vecteurs. Donc sigma 0, il est perpendiculaire à OM. D'accord? Vous avez un vecteur de direction fixe qui est perpendiculaire à OM, le mouvement il est plan. Alexis, pourquoi on n'avait pas besoin de quoi avant? Vous dites pourquoi on n'en avait pas besoin, vous parlez de quoi? De montrer que dans les problèmes qu'on faisait avant avec les ressorts, en fait les situations que je vous faisais avant avec les ressorts, c'était des situations où la condition initiale, elle était entre guillemets triviale. C'était une condition initiale pour laquelle on savait que le mouvement était déjà un mouvement de translation. D'accord? Et donc comme le mouvement était un mouvement de translation, on utilisait l'outil qui est adapté au mouvement de translation, qui était le principe fondamental. Là, je fais un cas général, donc le mouvement n'est pas a priori un mouvement de translation. Donc je pars du cas général et j'essaye à partir du cas général de trouver des infos. Et Charles, pour dire que V et OM sont perpendiculaires à sigma 0, c'est la définition d'un produit vectoriel. Quand vous faites C égale A vectoriel B, C il est perpendiculaire à A et C il est perpendiculaire à B par définition du produit vectoriel. Ok? Donc là on a notre mouvement plan. Donc si notre mouvement est plan, on se ramène à un jeu de coordonnées polaires. Et du coup, on n'a plus que 2 degrés de liberté. Donc deuxième question, on note C la constante des airs associée au mouvement. Exprimez C dans le cas où V0 est perpendiculaire à OM0, puis dans le cas général, en notant alpha l'angle entre OM0 et V0. Alors là, on va faire un peu différemment de ce que j'ai fait dans le cours, et là, j'ai plus beaucoup de place, donc je vais noter sur un dessin. Hop, attendez, je vous partage un dessin blanc, parce que sinon ça va être trop dur d'écrire. Partager. Tac. Donc première situation, donc on sait que notre mouvement il est plan. Donc on a le centre qui est ici, le point M que je vais repérer par exemple comme ça. Je peux mettre la base des coordonnées polaires, ER, Eθ, comme ça. Et en fait, je vais écrire ce que c'est que la constante des airs. Donc on a le moment cinétique sigma 0. Ah zut, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Là, j'ai cliqué n'importe comment avec mon crayon et il se met à faire n'importe quoi. Tac. Quand je clique un endroit sur mon crayon, il se met à bouger dans tous les sens et je ne sais pas comment on l'annule. Faut que je trouve ça. Je vais y arriver. Merde. Allez, bon, on va faire autrement. Hop. Hop. Magnifique, hein. Alors attendez, je vais recommencer mon partage parce que du coup ça n'a pas fait ce que je voulais. Tac. 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 Alors, tac. C'est vrai, c'est de l'art moderne, c'est ça. Moquez-vous. Du coup, j'étais en train de dessiner ma base. Donc j'essaye de ne pas cliquer n'importe où avec mon stylo. Donc on avait dit le point O ici, le point M ici,
la base, hop, ER, Eθ, comme ça. Et on a dit le moment cinétique, je sais qu'il est constant. Donc je sais que le vecteur sigma 0, c'est un vecteur constant. Comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t égale 0, c'est quoi? C'est OM de 0, vectoriel, M, V de 0. D'accord? La constante des airs, je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire que norme de sigma de 0, c'est M fois la norme de OM vectoriel V0. Et ça, au signe près, c'est valeur absolue de la constante des airs. La constante des airs, on avait montré que c'était r carré θ point. D'accord? En général, on paramètre le problème de façon à ce que θ point soit positif. Donc on va supposer ça dans la suite. On va supposer, si je rajoute les coordonnées cartésiennes ici, avec x comme ça, avec θ comme ça, on va faire un schéma. Ici, on va dire θ point positif. Non, je le suppose positif. Hein. Ça, c'est juste pour ne pas me fatiguer à traîner des valeurs absolues. D'accord? Donc si je veux calculer la constante des airs, il faut que je calcule la norme de OM vectoriel MV0. Une question qui est arrivée. Pourquoi V et OM sont parallèles? V et OM ne sont pas parallèles, hein, a priori. Hein. On va juste faire plusieurs cas particuliers. Là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je racontais? Non, c'est pas le bon endroit. C'est ça, tac. Donc du coup, première situation, je vous donne une information sur la vitesse initiale. Donc l'information que vous avez, c'est la vitesse initiale est perpendiculaire à OM. Donc ça, c'est le vecteur OM0. Et votre vitesse initiale, elle est, mettons, comme ça. Ça, c'est votre vecteur V0. Comment vous calculez la constante des airs? Vous faites le produit vectoriel de deux vecteurs perpendiculaires. Donc ça va donner quoi? Ça va donner norme de OM fois norme de V0. Ça, c'est dans le cas 1. Ça, c'est dans le cas rouge. Je voulais écrire en rouge. Dans le cas rouge. Étienne, non, on ne suppose pas le mouvement circulaire pour avoir OM vectoriel V0, enfin norme de OM V0 égale C. Ça, c'est toujours vrai. D'accord? Et il manque M, pas dans la constante des airs. Le M, il est dans le moment cinétique. Ah, pardon, oui, non, c'est moi qui l'ai mis en trop en haut. Attendez, je vais le gommer parce que j'ai écrit une bêtise en haut. Je l'ai rajouté, il n'y est pas là. Ça y est pas. Tac, 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 tac. Là, c'est moi qui ai écrit trop vite. Hop. Donc dans le cas rouge, vous avez vos deux vecteurs qui sont bien perpendiculaires, comme ça, comme ça. Donc ça fait la longueur de départ, qui était L0, fois V0. Et ça, c'est votre constante des airs. D'accord? Une fois que vous l'avez estimé à l'instant t égale 0, vous pouvez l'exprimer à t quelconque, et ça va vous faire r carré, θ point, ça c'est à t quelconque. D'accord? Donc la constante des airs, vous l'estimez avec la condition initiale, et puis après, vous faites un petit peu comme avec l'énergie mécanique, je fais la condition initiale et je l'exprime à un instant quelconque. D'accord? Deuxième cas, les deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires, mais par exemple, ils sont comme ça. Alors, on va se mettre un stylo. Donc le vecteur OM0, c'est le même, mais par contre, mon vecteur V0, il est comme ça. D'accord? Avec un angle que je vais appeler alpha ici. Là, comment vous faites pour estimer le produit vectoriel? Vous faites produit des normes fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc dans le cas bleu, C du cas bleu, ça va être
L, 0, fois V0 sin alpha. Comme ça. Ça, c'est dans le cas bleu. Cas bleu. Ok. Alors, R carré et θ point, Antoine, c'est ce que j'ai démontré au cours de mercredi matin. Quand j'ai posé la constante des R, je l'ai écrite comme ça. D'accord? Donc mercredi, j'avais fait le cas général, paramétrisation polaire dans le cas général. Là, je vous montre comment exprimer la constante des R à partir de la condition initiale. Donc, dans un problème de mécanique, vous êtes censé connaître la condition initiale. Donc dans le cas bleu, ça donne ça. D'accord? Donc là, je sais exprimer ma constante des R en fonction de la condition initiale. Du coup, l'étape d'après, maintenant, si on revient au poly, on va remettre le poly. Hop. Qui est là? Hop. Donc cas général, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire du cas où les deux vecteurs sont collinéaires? Bah, si les deux vecteurs sont collinéaires, la constante des R, elle vaut 0. Là, c'est, dans ce cas-là, c'est égal à 0. D'accord? Si C est égal à 0, la seule chose que vous pouvez dire, c'est que θ point, ça vaut 0. Ça veut dire que c'est un mouvement de translation. C'est ça qui est important à retenir. Translation. Ça, c'est dans le dernier cas. Ok? Exprimer la norme du moment cinétique, ça je l'ai déjà fait. Donc ça, la norme du moment cinétique, elle vaut m fois c pour la question 3. Donc norme de sigma, c'est m fois c. Ça c'est important à comprendre parce que ça va vous permettre, suivant les situations, on va vous demander d'exprimer les choses soit en fonction de la constante des R, soit en fonction du moment cinétique. Et en fait, les deux, ils sont juste reliés par la masse. Montrer que l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement, l'écrire sous la forme, etc. Alors du coup, là, on va le faire sur un dessin. Hop. Donc ça, c'est la question 4. Je vais vous partager un autre dessin. Ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer que l'énergie mécanique se conserve? C'est facile. On a fait notre bilan des forces. Et on a dit, il y a la force élastique. Et la force élastique, qu'est-ce qu'on sait? Alors, il y a une autre question d'Étienne. Je ne vous comprenais pas. OM vectoriel V0 égale C. Alors, je réponds juste à la question d'Étienne. Pour OM vectoriel V0 égale C, vous repartez de sigma 0 égale M fois OM vectoriel V. Et vous reprenez ce qu'on a fait mercredi. Mercredi, je vous ai explicité OM vectoriel V dans la base polaire. Et je suis arrivé à sigma 0 égale M R carré θ point selon EZ. Et j'ai posé C égale R carré θ point. D'accord? Donc maintenant, vous revenez en arrière et vous dites, ok, j'ai quoi? J'ai M. Je vais l'écrire à droite là. On va se mettre là. J'ai sigma 0 qui vaut M R carré θ point EZ. Et je sais que c'est une constante. Ça, j'ai posé égal à C. Mais sigma 0, c'est aussi M OM vectoriel V. Vous identifiez les deux relations et vous avez bien que R carré θ point, ça correspond à R carré θ point EZ, c'est ça. Donc OM vectoriel V, ça fait C fois EZ. Et après, vous prenez la norme. Ok? Alors du coup, je vais effacer ce que je viens de raconter. Hop. Tac. Tac. Donc la force élastique, on a dit qu'elle était conservative. Donc ça, c'est conservatif. Une fois que vous dites que c'est conservatif, vous dites de quoi ça dérive. Donc j'écris son énergie potentielle associée. Je l'écris en fonction tout de suite des coordonnées qui m'intéressent, qui sont des coordonnées polaires. Donc ça fait R moins L0
au carré. Parce que R, ça correspond à la longueur du ressort. Ça, c'est la longueur du ressort. Ok ? Il n'y a que ça comme force, donc je peux appliquer un théorème de l'énergie mécanique. Bah, EM, c'est une constante. D'accord ? Il n'y a pas de force non conservative, donc EM se conserve. Oui, Mathieu, c'est tout le temps vrai que sigma c'est M fois... Attention, c'est tout le temps vrai pour un mouvement à force centrale. On est d'accord, hein ? Ce que je fais dans ce chapitre, c'est que mouvement à force centrale. Donc là, j'ai dit EM égale constante. Bah, qu'est-ce que je fais ? Je remplace EM par son expression. Donc je dis c'est EC plus EP. Alors je peux évaluer la valeur de la constante avec la condition initiale. D'une part, donc je vais le faire à droite. Donc là, je vais appliquer la condition initiale. Au départ, on vous dit quoi ? On vous dit que votre vitesse, c'est V0. Donc EC au départ, c'est 1,5 de M fois norme de la vitesse au carré. Et on vous dit la condition de départ, alors je prends la condition qui était proposée, on vous disait R égale L0. Donc ça fait plus 0. D'accord ? Là, évaluer avec la condition initiale, c'est ce qu'on a déjà fait en début d'année. Deuxième façon d'évaluer l'énergie mécanique, je l'évalue à un instant quelconque. Donc à un instant quelconque, je vais écrire EC comme 1,5 de M fois la norme de la vitesse au carré. Plus EP, alors pour le moment EP je ne le remplace pas. Et je vais dire norme de V au carré, c'est quoi ? Je sais que le vecteur V, comme on a un mouvement qui est un mouvement dans le plan, c'est R.ER plus Rθ point Eθ. Et je calcule la norme de ce vecteur-là. Au carré. Donc la norme au carré, c'est le carré de chaque composante. Donc ça fait R point carré plus R carré θ point carré. D'accord ? Que je peux réécrire R point carré plus R carré θ point au carré sur R carré. L'intérêt de faire ça, c'est que ça vous fait apparaître la constante des R. Donc du coup, mon énergie mécanique, elle se réécrit 1,5 de M R point carré plus 1,5 de M C carré sur R carré plus EP qui dépend que de R. Et ça, c'est l'énergie potentielle effective. Ok ? Et donc là, on a répondu à la question 4. On peut expliciter EP effectif. Ensuite, on vous demande de tracer son allure et de montrer que le mouvement est borné. Alors pour tracer son allure, je vais repartir de l'expression, donc 1,5 de MC carré plus EP de R, et cette fois-ci, je vais expliciter ce que vaut EP de R. EP effectif ne dépend que de R, oui, c'est ça. Alors, réponse à la question d'Hugo, c'est ça l'intérêt de la méthode, c'est que dans EP effectif, il n'y a que R, il n'y a plus θ ou θ point. D'accord ? Et Cyprien, la condition initiale, là, elle me sert pour le moment, entre guillemets, à rien, elle va me servir quand je vais placer la valeur de l'énergie mécanique. Donc là, pour trouver l'expression de EP effectif, ça ne sert à rien, ça va me servir tout de suite quand je vais dessiner ce qui se passe. D'accord ? Alors du coup, on va faire un peu de ménage. Hop. Comme ça. Comme ça. Donc on avait, si je reviens à l'expression de EP effectif, EP effectif, on a dit, c'est 1,5 de M C carré sur R carré. Et cette fois-ci, j'explicite ce que vaut EP élastique. Donc EP élastique, c'est 1,5 de K R moins L0 au carré. Et on va représenter ça en fonction de R. Donc R, il est forcément positif.
c'est le R des coordonnées polaires, donc il est forcément positif. Donc quand je vais représenter les choses... Oula, j'ai raté mon trait. Je vais centrer un peu plus droit quand même. Tac. Fonction des deux axes, là, comme ça. Tac. Tac. Je vais mettre 0 ici. Là, c'est R. Je vais représenter d'abord, par exemple, ce terme-là. Je vais mettre en bleu. Hop. Donc, ce terme-là. Ça, c'est quoi? C'est une hyperbole, parce qu'il y a un terme en 1 sur R carré. Donc, c'est un truc qui fait comme ça. Et le deuxième terme, celui-là, ici, je vais dessiner en rouge. Ça, c'est une parabole qui s'annule quand R égale L0. Donc, je vais placer arbitrairement L0 ici, par exemple. Et je dois tracer une parabole. Donc, une parabole, ça va faire, par exemple, quelque chose qui fait comme ça. Profil parabolique. D'accord? Tac. Alors là, ça sert à rien parce que c'est un R négatif. C'est juste pour vous montrer que c'est parabolique. Et donc, du coup, mon EP effectif, c'est la somme du truc bleu avec le truc rouge. Quand j'ai R qui tend vers 0, c'est l'hyperbole qui mange la parabole. Le 1 sur R carré, il mange le terme en R carré. Et inversement, quand j'ai R qui tend vers l'infini, c'est la parabole qui mange l'hyperbole. Donc du coup, si on trace l'allure de EP effectif, ici, là, je vais tracer en vert, ça va faire un truc qui ressemble à ça. D'abord, je suis à peu près l'hyperbole, et à la fin, je suis plutôt la parabole. Et entre les deux, ben, j'ai un... Enfin, il faut que je relie les trucs. La courbe, ça va faire un truc qui va ressembler à ça. D'accord. Et en ordonnée, Hugo, c'est soit... Enfin, c'est les trois termes d'énergie. Donc là, c'est en vert, c'est EP effectif. Enfin, c'est une énergie en ordonnée. D'accord? Oui, Bilal, on peut dire que c'est comme Bode avec des asymptotes. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est la même idée, c'est juste... quelle est la contribution dominante à l'énergie potentielle effective en fonction de la distance. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi C dépend de θ. Alors C, c'est R carré de θ point, mais c'est une constante. Non, il n'y a plus qu'un degré de liberté. Alors, il y a 2 degrés de liberté dans le problème, d'accord? Sauf que la valeur de C, elle est fixée par votre condition initiale. Donc là, l'expression de P effectif, elle dépend que de R et de la condition initiale. En fait, c'est ça qui est un peu piégeux. Quand vous écrivez EP effectif, il y a la condition initiale qui est déjà placée. Et en L0, on ne devrait pas avoir une courbe bleue et verte confondue. En L0, oui, c'est juste que j'ai fait le tracé. Alors là, effectivement, là, mon tracé, il n'est pas très joli. Ça devrait faire un truc comme ça, et puis après remonter. Je fais les tracés à la main avec mon stylet, c'est pas hyper pratique. D'accord? Puis là, ma fin, elle est pas très belle aussi. Là. Mince, attendez, je vais gommer. Si j'arrive à gommer. Pourquoi ça gomme pas? D'accord, ça marche pas la gomme. On va mettre du blanc. Hop. Voilà, tac, tac. Là, j'ai fait un tracé qui n'était pas super beau. Ça va finir plutôt comme ça. Ok? Alors maintenant, je vais me servir de ce tracé pour montrer que le mouvement est borné. Donc comment je fais pour montrer que le mouvement est borné? Eh bien, je pars de l'idée que... Je vais le mettre en bas. Je sais que EM, c'est 1/2 de M R point carré plus EPF. Le 1/2 de M R point carré, c'est un terme positif. Donc EM, il est... Enfin, EPF, il est inférieur à EM. D'accord? Et ça tombe bien parce que EM, je peux connaître sa valeur via la condition initiale. Le 1/2 de MV0 qu'on avait placé tout à l'heure. Donc mettons que votre énergie mécanique, elle soit ici. À cet endroit-là, à cette valeur-là. Donc ça, c'est mon EM que je trouve avec la condition initiale. Je peux tracer la valeur de EM, comme ça.
Tac. Et je peux voir géométriquement, alors si je continue mon tracé de la courbe verte comme ça, là, je peux trouver les zones pour lesquelles je valide l'inégalité, qui est cette inégalité-là. D'accord? Ça va être vrai quand? Ça va être vrai. Là, je suis en train de barrer les zones où l'inégalité elle est fausse. Donc, il me reste juste le trait bleu, là, qui est le trait qui va d'ici jusqu'à ici. Et ça vous donne deux valeurs qu'on va appeler, par exemple, ici, R-min, et ici, R-max. Et ça vous dit le mouvement, il est compris entre R-min et R-max. Il manque EC. Non, en fait, EC, il est dispatché en deux morceaux. Il est dispatché un bout dans le 1,5 de mr point carré et un bout dans le terme bleu qui est là. Dans le terme 1,5 de mc carré sur r carré. En fait, dans EP effectif, vous avez... C'est pas une vraie énergie potentielle, parce qu'il y a un terme qui est un terme lié à l'énergie cinétique. Et qui est lié à l'énergie cinétique de la contribution orthoradiale. Ok? Allez-y, Bilal. Pardon monsieur, en fait j'aurais une question. Qu'on a fait la norme de V, on a trouvé R point au carré plus R point θ point au carré. Après on a divisé par R carré, mais je sais pas comment Alors, on a fait. Genre, il y a bien un morceau divisé par R carré et l'autre non. c'est parce qu'en fait, j'ai gardé la... Donc vous avez vu, je prends la norme de V au carré. Donc je fais R θ point, le tout au carré. D'accord? Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la constante des airs. La constante des airs, c'est R carré fois θ point. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit R θ point, le tout au carré, comme étant R carré fois θ point carré. Et θ point carré, je le remplace par C carré, la constante des airs, sur R4. Ah, du coup on fait... Et je simplifie. On le force à l'apparition du truc. Ouais, en fait, j'élimine le degré de liberté θ point là-dedans. Ok? Alors, deux autres questions. Thibaut, si on dépasse R max, le ressort casse. Non. En fait, là, ce qu'on dit, c'est on ne peut pas dépasser R max. Donc, du coup, je vais vous faire un schéma de l'allure de la trajectoire. Alors, il faut que je gomme mon beau dessin. Attendez. Tac, tac. Je réponds aux questions dans l'ordre. Juste attendez 2 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai R qui est compris entre R min et R max. Ça veut dire si maintenant je reprends le point O qui était ici, qu'est-ce que c'est R min? C'est par exemple cette valeur-là. Donc là, mettons que vous avez R min. Alors il faudrait qu'on trouve sa valeur. Hein, et R max, c'est mettons cette valeur-là. Là, c'est R max. Là, ce que je viens de dire, c'est le mouvement, il peut pas être, le point M, il ne peut pas être au-delà de R max et en deçà de R min. Donc si je dessine le cercle de rayon R min ici, et le cercle de rayon R max, alors c'est des cercles ce que je dessine, vous êtes d'accord? De rayon R max comme ça, je sais forcément que mon point M, je ne sais pas quelle est sa trajectoire, mais je sais il se déplace là-dedans. Donc par exemple, il fait, je sais pas, un truc qui fait comme ça, puis comme ça, puis comme ça, etc. D'accord? Mais il ne peut pas faire ça, par exemple. Cette trajectoire-là, je vais la dessiner en jaune. Hop. Donc cette trajectoire-là, ça, c'est pas possible. C'est pas terrible en jaune. Ça, c'est impossible. Je peux pas quitter R max, entre guillemets. Donc la seule chose que je sais, j'ai pas trouvé la trajectoire. Hein. J'ai juste dit, ok, le mouvement, il est borné entre R min et R max. Ça, c'était pour répondre à la question de Thibaut. Deuxième question, c'est comme avant avec le P en plus. Oui, c'est ça. En fait, c'est le même. Là, je réadapte le raisonnement qu'on a fait dans le cours sur l'énergie, quand je vous ai introduit l'énergie potentielle, avec les puits et les barrières potentielles. Sauf qu'il y a le deuxième degré de liberté, en fait. Et ce deuxième degré de liberté, il modifie un tout petit peu le raisonnement. Mais l'idée qui est derrière, c'est la même. Et Idriss, donc si on fait un diagramme de PF, c'est pas vraiment une EP, vu qu'il y a... Oui, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle une EP effective. Et la contribution d'énergie cinétique, en fait, c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une vraie énergie potentielle. D'accord? Donc là, j'ai l'information mouvement borné.
Ensuite, il y avait une autre question qui était à la fin. Peut-on envisager un mouvement circulaire? Alors, si je vous redessine du coup, alors on va faire ça. On va redessiner rapidement l'allure du profil. Tac. Donc, je vous dessine juste le profil d'énergie potentielle effective. Donc, il ressemblait à ça. Un truc qui faisait tac, et puis après qui partait comme ça. Donc ça c'est EPF. En fonction de R. Qu'est-ce que c'est un mouvement circulaire? Un mouvement circulaire, c'est un mouvement pour lequel R est constant. Donc si vous avez comme énergie mécanique de départ cette énergie mécanique-là, votre mouvement il est borné entre R min et R max, qu'on vient de dire juste avant. Si je change la condition initiale, donc ça c'est EM, je peux changer la condition initiale de façon à changer EM sans changer C. Donc je peux modifier EM. Donc ça c'est EM1, je fais EM2 qui est ici par exemple. Ça c'est EM2. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait EM2? J'ai que cette valeur-là qui est accessible, que je vais appeler R0. D'accord? Ça, dans le cours du chapitre, sur l'énergie qu'on avait fait en début d'année, on avait dit, ok, on est au fond du puits potentiel, on a une position d'équilibre. Là, il faut faire super attention parce que j'ai pas une position d'équilibre, j'ai R qui est constant, mais j'ai C qui vaut R carré θ point et qui est différent de 0. Donc dans votre mouvement, vous avez R qui est constant, donc ça vaut R0, mais par contre, θ point il est non nul. Donc c'est quoi un mouvement à R fixe et à θ point non nul? C'est un mouvement circulaire. Donc ça vous fait un mouvement circulaire. D'accord? Et en plus, comme C c'est une constante, θ point, il est constant. Donc ça va être une constante. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Uniforme. Ok? Mince. Uniforme. Alors là où ça devient vraiment tordu, ce passage-là, c'est comment j'ai fait pour changer EM? J'ai changé la condition initiale. Mais en changeant la condition initiale, je peux aussi me retrouver à changer la constante C, parce que la constante C, elle dépend de la condition initiale. Donc maintenant, je peux prendre un deuxième jeu de conditions initiales. Je peux avoir la même énergie mécanique, par exemple. Donc je vais avoir, on va le mettre en, attendez, on va changer de couleur, hop. Donc c'est le jeu de conditions initiales EM violet. Mais cette fois-ci, C violet, par exemple, je peux faire en sorte qu'il soit supérieur à mon C bleu. Donc j'ai changé la constante des airs. Ok? Hugo, pourquoi θ point est constant dans ce que j'ai dit? Parce que C est constant, R est constant, et θ point c'est C sur R carré. Là, R est constant parce que je suis au fond du, entre guillemets, puits. Ok? Alors, deuxième situation que je dessine en violet, c'est même énergie mécanique. Donc là, il y a une égalité. Alors, je réponds à la question d'idée, j'ai pas compris comment on justifie que le mouvement circulaire est uniforme. Donc, mouvement circulaire, c'est R constant. Ah, les couleurs, il faut que je change de couleur. Attendez, je réponds à Iris en premier, et après je change de couleur pour Hugo qui ne voit pas les couleurs. Du coup, Iris, vous avez compris pourquoi le mouvement était circulaire ou pas? Ok, donc mouvement circulaire, on part de ce point-là. Ok. Pourquoi le mouvement circulaire est aussi uniforme? Parce que ce truc-là, c'est la constante des airs, c'est constant au cours du temps. On vient de dire que c'était circulaire, donc ce truc-là, c'est aussi constant. Si j'ai C qui est constant, R carré qui est constant, forcément R carré θ point qui est constant, ça me dit θ point constant. D'accord? Donc j'ai une vitesse angulaire constante. Si j'ai une vitesse angulaire constante, c'est un mouvement circulaire uniforme. Ok? Alors du coup, deuxième situation que je vais vous montrer, c'est pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué que la situation qu'on avait fait en début d'année. Donc j'ai la même énergie mécanique, je réécris en rouge pour Monsieur Bonan qui ne voit pas les couleurs. Hop.
Mais j'ai fait une condition initiale où j'ai changé, donc j'ai la même énergie mécanique, mais j'ai pas la même constante des airs. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ben, ça va vous modifier votre profil d'énergie potentielle effective à cause de ce terme-là. Donc là, par exemple, si j'ai pris C rouge supérieur à C bleu, mon profil, il va être plus raide, il va être comme ça. Alors je le fais qualitativement, hein. Ça, c'est le nouveau profil. Et donc vous n'avez pas, ça c'est la différence avec le chapitre qu'on a fait en début d'année. Le profil que vous tracez, il dépend de la condition initiale. Alors qu'en début d'année, un profil d'énergie potentielle, c'était un profil d'énergie potentielle. Et donc là, vous voyez, si vous changez cette constante-là, bah finalement, vous pouvez quand même faire un mouvement circulaire, mais il n'aura pas le même rayon. Donc il n'y a pas un seul mouvement circulaire possible, il y en a plusieurs qui vont dépendre de la façon dont vous fixez la constante. Donc ça c'est pour prendre en compte les 2 degrés de liberté. Alors du coup normalement là on a fini l'exercice et on va faire la suite du poly. Je vais vous repartager le poly. Tac. Ok, celui-là. Alors, donc là, ça c'est une situation avec un ressort. Maintenant, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager comme autre cas. Alors, autre cas qu'on peut envisager, c'est un cas où le profil d'énergie potentielle, il a l'allure qui est tracée en noir ici. Donc, c'est une situation où il n'y a pas de, entre guillemets, puits. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si vous avez une énergie mécanique E1 ici, vous avez un mouvement qui est limité à la distance R1. Mais par contre, votre objet, il peut repartir à une distance R qui tend vers l'infini. Donc ça s'appelle un état de diffusion. Alors que l'état juste avant, ça s'appelait un état lié. D'accord ? Un état lié, ça correspondrait à... On peut faire un exemple en chimie. Vous voulez fabriquer une molécule avec 2 atomes. Vous allez faire un état lié entre les 2 atomes. Et quand cette molécule se casse, vous obtenez un état de diffusion entre les 2 atomes. Alors maintenant, on va appliquer cette méthode-là au cas de l'interaction gravitationnelle, qui est le problème central du chapitre. Donc position du problème, on a un point M de masse M qui est en interaction gravitationnelle avec un point O fixe dans le référentiel de masse grand M. D'accord ? Alors déjà la notation elle est foireuse parce que j'ai mis 2 fois M, mais bon passons, c'est pas grave. Donc le point M, on pourrait l'appeler M, je sais pas, on va l'appeler M avec un point, comme ça, pour distinguer de la masse. Ça c'est M avec le point. Ok ? Le point M ne subit que la force gravitationnelle que j'écris sous cette forme-là. Donc moins K sur R carré ER. Je peux démontrer que ça dérive de l'énergie potentielle moins K sur R. Alors faites super attention à un truc. La notation que je pose là, c'est pas une notation, c'est ma notation. Il y a d'autres situations où vous aurez une notation K sur R carré ER. Donc c'est à vous d'adapter le raisonnement à la notation qui vous est proposée. D'accord ? Donc vous apprenez pas par cœur ce truc-là. Quand on vous sort un problème, vous regardez le problème et vous adaptez votre notation. Exemple, le point M c'est la Terre, le point O c'est le Soleil, et le référentiel d'étude c'est le référentiel héliocentrique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dérouler le début du chapitre, à savoir la force elle est centrale, donc le mouvement est plan, donc j'utilise des coordonnées polaires. Ça je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Ok ? Alors Alexis, j'ai pas répondu à votre question sur EPF, c'est quoi concrètement ? Pourquoi il y a un terme cinétique dedans ? Alors je réponds à votre question. Le terme cinétique, il se construit, il apparaît de lui-même quand vous éliminez θ point, en fait. D'accord ? Qu'est-ce que c'est concrètement EPF ? En fait, c'est l'énergie potentielle que vous auriez, qu'aurait votre objet, si vous étiez en train de travailler dans le référentiel tournant à la vitesse angulaire θ point par rapport au référentiel de départ. Donc vous imaginez, par exemple, vous avez un point sur un manège qui est en train de tourner. Soit vous raisonnez dans le référentiel fixe, vous voyez le point tourner. Dans ce cas-là, votre point il peut se déplacer, il peut avoir une rotation, puis il peut aussi se rapprocher et s'éloigner du centre du manège. Soit vous vous placez dans le référentiel qui tourne avec le manège, et dans ce référentiel-là, le point il va faire quoi ? Il va juste se rapprocher, s'éloigner du centre. Donc il va juste avoir des mouvements de translation. L'énergie potentielle effective, c'est je me place dans ce référentiel tournant. Dans ce référentiel tournant, il n'y a plus qu'un degré de liberté, qui est je me rapproche ou je m'éloigne du centre.
Et c'est le profil d'énergie potentielle associé à ce truc-là. D'accord? Ça, c'est l'explication un peu plus profonde de ce truc-là. Après, sinon, juste mathématiquement, ça sort de là. Du coup, si je reviens à mon poly, tac. Donc, on a notre énergie potentielle qui est en moins K sur R. On refait le déroulé de trouver l'énergie potentielle effective. On écrit EPF qui est mc carré sur 2R carré moins K sur R, où le C, c'est la constante des R. Ce truc-là, faites attention, C dépend de la condition initiale. De la condition initiale. C'est pas une constante fondamentale de la physique, la constante des R. Ça dépend de la condition initiale. Je peux faire l'étude de ce truc-là. Donc, pour faire l'étude de ce truc-là, je regarde ce qui se passe en 0 et en l'infini. Qu'est-ce que j'ai en l'infini? J'ai deux termes qui tendent vers 0. Facile. Donc, ça tend vers 0. Qu'est-ce que j'ai en 0? J'ai deux termes qui tendent vers l'infini. Mais si vous faites une croissance comparée de ces deux termes, le terme en 1 sur R carré, il va manger le terme en 1 sur R. Donc, votre énergie potentielle, elle va tendre vers plus l'infini en 0 et vers 0 en l'infini. Deuxième chose que je peux faire, je peux chercher la valeur de R qui correspond à un extréma qui va être ici un minima de l'énergie potentielle. Donc pour ça, je dérive par rapport à R et je résous ce truc-là égale 0. Ce qui me donne le minimum qui vaut mc carré sur K. Donc ça, c'est juste un petit calcul mathématique. D'accord? Résumé de tout ça, représenté ici, dans l'activité 2. Donc là, tout le blabla, là, c'est ce que je viens de raconter, avec en plus le tracé de l'énergie potentielle effective. Vous ne comprenez pas la dérivée. C'est parce qu'il y a une faute de frappe dans la dérivée, c'est un cube ici. Ah, c'est un cube. La dérivée de 1 sur R carré, c'est... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis embrouillé tout seul, et là il y a un 2 en trop. C'est moi qui ai fait un copier-coller trop rapide. Hop. La dérivée de 1 sur R carré, de 1 sur R carré, ça fait moins 2 sur R cube. Donc du coup, là le 2 il se simplifie et c'est un cube en bas. Et après, par contre, normalement, là je me suis pas planté en résolvant. Cette expression-là, elle est correcte. Hein. D'accord? Du coup, si on revient là. Donc là, on a notre profil d'énergie potentielle effective. La valeur Rm, elle est ici, là. Donc ça, c'est le Rm. D'accord? Caractériser le mouvement radial pour EM égale EM1, puis EM égale EM2. Bah, si EM égale EM1 ici, vous avez un mouvement de diffusion, un état de diffusion. D'accord? Là, j'ai un état de diffusion. Parce que cette zone-là, elle est interdite, mais par contre, je peux aller jusqu'à l'infini. Et si EM égale EM2, ici, là, j'ai un état lié. Parce que là, j'ai à droite, ça c'est interdit, et à gauche, ça c'est interdit. Ok? Donc, particularité de l'interaction gravitationnelle, suivant l'énergie mécanique, vous allez avoir soit un état de diffusion, soit un état lié. Donc par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est un état lié. Mais si, pour une raison X ou Y, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait que l'énergie mécanique de la Terre change d'un coup, on ne sait pas pourquoi, bah, je pourrais me retrouver avec un état de diffusion et la Terre qui quitterait l'interaction gravitationnelle. Ok? Ce qui ne devrait pas arriver normalement. On se place dans le cas EM égale EM2, montrer que EM égale K sur R1 plus R2. Alors pour faire ça, on va écrire l'énergie mécanique en R1 et en R2. Alors on va le faire ici. On va le faire en dessous, il y a de la place. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'écris l'énergie mécanique en R1? Ben, j'arrive à quoi? J'arrive à 1 demi de M R point carré plus EP effectif qui vaut MC carré, etc. Donc plus EP effectif de R. Donc ça serait en R1 et ça serait calculé en R1.
D'accord? Sauf que quand vous êtes en R1, vous êtes au moment où R ne peut plus diminuer. Ça veut dire, si vous tracez l'évolution de R en fonction du temps, là, si je trace qualitativement R en fonction du temps, le moment où je vais passer par R1, j'ai forcément un truc qui fait comme ça. Et là, je passe par R1. Parce que je ne peux pas passer en dessous. Donc R1, ça correspond à un minimum local de R de T. Oui, Victor, la Terre ne peut pas rentrer dans le Soleil, tout à fait. Là, c'est parce que effectivement, il y a à gauche. Alors faites attention, encore une fois, le profil qui est tracé, il dépend de la valeur de la constante des heures. Donc si vous changez la condition de calcul, vous changez aussi la constante des heures. Donc vous changez le profil. Donc si je reviens à ce que je racontais. Donc quand je suis en R1, vous voyez qu'ici, je suis à un minimum local. Donc du coup, en fait, comme je suis à un minimum local, ce terme-là, tac, il disparaît quand je suis en R1. Et pareil en R2. Donc en R1 et en R2, l'énergie mécanique, elle est égale à l'énergie potentielle effective. Donc si je veux trouver EM, en fait, on va résoudre EM égale EP effectif. Et on va voir ce que ça donne. Alors attention, Hugo, c'est pas le terme EC qui vaut 0, c'est le terme 1,5 de M R point carré qui vaut 0. Pourquoi ça vaut 0? Parce que je peux pas passer, R il peut pas descendre en dessous de R1. Vous voyez là en pointillé, c'est ma limite. R il peut pas descendre en dessous de ce truc là. D'accord? Donc du coup, alors, attention là sur mon schéma, l'abscisse c'est le temps. Hein, alors que là-haut, l'abscisse c'était R. Donc du coup, là je vous trace l'allure de R de T, mais c'est complètement qualitatif, il y a pas de, j'ai pas démontré l'allure. Par contre, ce que je sais, c'est que si je me rapproche, ça veut dire si R il est en train de diminuer comme ça, en allant par là, il ne peut pas dépasser cette valeur-là, ici, là, que je suis en train de me faire bouger avec ma souris. Donc forcément, comment ça va évoluer dans le temps? Je vais tendre vers cette valeur-là, et je ne peux pas la dépasser. Sauf qu'ici, je ne suis pas à l'équilibre. Donc forcément, ça repart. D'accord? Alors sur le graphe, il y a un minimum... Alors attention, le graphe qui est présenté ici, oui, là, il y a un minimum local en R1, en fonction du temps. Alors, Mathieu, l'abscisse de celui-là, c'est R. L'abscisse de celui-là, c'est T. D'accord? Et Alexis, c'est pas moi qui ai fixé que R1 c'était le minimum, il est imposé par la valeur de EM. Là, j'ai la valeur de EM qui était tracée en pointillé. Je sais que je ne peux pas aller dans cette zone-là. Parce que EM, il doit être supérieur à EP effectif. D'accord? Donc, j'en déduis que R1, c'est le minimum. Donc, du coup, il faut que je résolve EM égale EP effectif. Donc, on va faire ça, sachant qu'on a EP effectif qui vaut MC carré sur 2R carré moins K sur R. Timothée, mais R1 ne correspond pas au minimum de la courbe sur le graphe. Sur quel graphe? Celui du bas ou celui du haut? Ah non, celui du haut, le minimum de la courbe du graphe du haut, ici, là, c'est pas R1. R1, c'est la borne inférieure que vous pouvez atteindre par R. Le minimum, ça serait le cas du mouvement circulaire, qui est la question 3, en fait, ce qu'on fera juste après. Ok? Alors du coup, c'est parti, on résout EM égale EP effectif, avec EP effectif qui vaut MC carré sur 2R carré moins K sur R. Donc ça, je vais le faire avec un dessin. Hop. Tac. On va commencer par gommer. Hop là. Et alors, on a dit quoi? On a dit tac, tac. Donc, EM, je veux résoudre ça, égale EP effectif. Et EP effectif, c'est 1,5 de M C carré sur R carré moins K sur R.
Ça, je sais que c'est une constante. Alors attention, EM égale EP effectif, ça, là, cette égalité-là, c'est valable que pour R1 et R2. C'est pas tout le temps vrai. C'est valable que si R point il vaut 0. D'accord? Bon, bah, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Alors, je vais le réécrire sous la forme A sur R carré. Ça, c'est juste pour éviter de me traîner le préfacteur. Moins K sur R. Et ben, je multiplie tout par R carré et ça me donne EM fois R carré égale à moins K fois R. Que je peux réécrire EM fois R carré plus K fois R moins A égale 0. Donc mes valeurs R1 et R2, elles sont solutions de ce truc-là. D'accord? C'est un trinôme du second degré. Et qu'est-ce que je calcule? Là, je suis en train de calculer R1 plus R2, qui est la somme des deux racines. Donc par exemple, R1, ça fait moins B, donc moins K. Alors c'est le plus petit R1, donc racine de delta, il va être positif. Bon, peu importe. De toute façon, je vais faire la somme. Plus racine de delta sur 2A, donc sur 2 EM. R2, c'est moins B moins racine de delta sur 2A. Question qui est arrivée. Et oui, on peut dire que la somme... Voilà, là, je suis en train de vous démontrer que la somme des racines, c'est moins B sur A. Donc, un résultat que vous connaissez depuis, je pense, la classe de première. Donc, moins racine de delta, hop, sur 2EM. Et je fais la somme des deux. Donc, R1 plus R2, ça fait moins K sur EM. Comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et donc j'arrive à quoi? J'arrive à EM égale moins K sur R1 plus R2. Comme ça. D'accord? Ça démontre l'expression de l'énergie mécanique en fonction de R1 et R2 qui sont les positions radiales extrêmes. Bug de signe. J'ai fait une erreur de signe qui traîne. Alors attendez, on va revenir là. Non, c'est dans la question qu'il y avait une erreur de signe, c'est là qu'il y a un bug de signe. Tac. Il faut mettre le moins dans le poly. Ok? Ça se voit parce que votre énergie mécanique, elle est négative là. Donc le bug de signe, il est sur le poly. Enfin, je corrige le poly. D'accord? Donc l'expression qui est posée, pourquoi R1 c'est pas un maximum local? Alors ça c'est peut-être moi qui, quand j'ai fait mon truc... alors R1 c'est pas un maximum, c'est un minimum parce que le R il est décroissant jusqu'à R1. Et puis après il est croissant dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est pas un maximum. Ok? Alors on va remettre du coup le poly. Corriger. Hop. Là j'ai corrigé sur le poly le signe. Donc du coup on en est où? On est là. Voilà. Donc cette expression là, en fait elle est toujours valable. Ça c'est assez important à comprendre, elle est toujours valable. Mais il faut que vous connaissiez R1 et R2. Donc R1 c'est le point où vous êtes le plus proche du centre, R2 c'est le point où vous êtes le plus loin du centre. Question 3, on note RM, la trajectoire telle que l'EPF soit minimale. Caractériser la trajectoire associée. Donc là je vais peut-être changer de couleur parce que ça va mieux se voir. Donc pour la question 3 on est ici. D'accord? Donc la trajectoire ça va être une trajectoire circulaire, c'est ce qu'on a fait juste avant. Mouvement circulaire uniforme. Expliciter son énergie mécanique, bah, qu'est-ce qui se passe dans la question 3? Je peux prendre le résultat de la question 2 avec R1 égale R2. Pour la question 3. En fait, le cas de la question 3, c'est le cas de la question 2 avec un discriminant nul. Donc avec une racine double.
Et donc du coup, l'énergie mécanique, pour la question 3, je vais écrire en dessous, ça va faire moins K sur 2 fois le rayon R minimum. Tac. Ok. Là, j'ai trouvé l'énergie mécanique de ma trajectoire juste en exploitant l'énergie potentielle effective. Alors, une fois que j'ai dit ça, la seule trajectoire que je peux établir, c'est la trajectoire circulaire. Dans tous les autres cas, j'ai pas démontré la nature de la trajectoire. D'accord ? La démonstration de la nature de la trajectoire, c'est un truc qui est plus au programme, qui est quand même historiquement quelque chose d'assez important, parce que c'est un des fondements de la théorie newtonienne de la mécanique. La preuve de la trajectoire elliptique, c'est un truc qui a assis les lois de Newton au niveau de la mécanique. Donc je vous la ferai faire, mais je vous la ferai faire en TD seulement. Pourquoi R1 et R2 sont les racines du polynôme qu'on a établi ? Parce que j'ai juste résolu EM égale ce qu'il faut, en fait, Alexis. Si vous reprenez le calcul. Et alors, comment est-ce qu'on a prouvé que la trajectoire était circulaire ? Je reviens en arrière. Si je suis au niveau du point rouge, la seule valeur de R possible, c'est celle-là. Donc, si la seule valeur de R possible, c'est celle-là, la trajectoire, elle est forcément circulaire. Il y avait une demande de prise de parole. Qu'est-ce qu'il voulait parler ? Non, c'est bon. Tac. Non, c'est bon. Attendez, je remets le machin qui a bugué là. Hop. Alors, du coup, si je reviens là, donc je ne vous ai pas démontré la nature de la trajectoire, d'accord ? Maintenant, vous pouvez montrer que la trajectoire, c'est la première loi de Kepler, que la trajectoire c'est une ellipse. Donc du coup, qu'est-ce que c'est une ellipse ? Alors c'est une ellipse, c'est une conique de façon générale. Donc c'est soit une parabole, soit une hyperbole, soit une ellipse. Ok ? Là, je vous ai montré la représentation d'une ellipse façon mathématique et façon physique. Donc façon mathématique, ce que vous allez représenter essentiellement, c'est vous allez centrer ici. Moi ça m'intéresse pas tellement, parce que moi ce qui m'intéresse c'est cette représentation-là avec ici le centre de force, qui est le foyer en fait. Donc par exemple, si votre objet il est à ce point-là, la force qu'il subit, elle est comme ça. Ça c'est la force quand je suis ici. Si votre objet il est ici, la force, elle est ici, comme ça. Là, je suis plus près, la force est un peu plus grande. D'accord ? Et oui, il y a deux foyers. Alors, il y a deux foyers, mais il n'y a pas deux forces. Là, ce que ça vous dit, la trajectoire elliptique, c'est, vous imaginez que la trajectoire soit la Terre autour du Soleil. Donc là, le rond, c'est le Soleil. Le point qui est ici, c'est la Terre. La Terre aurait exactement la même trajectoire si le Soleil qui soit là, il était ici. D'accord ? Pourquoi on ne place pas O en F ? Alors justement, ça c'est la différence entre la notation mathématique et la notation physique. Moi, quand je représente une trajectoire en physique, mon centre de force, je l'appelle souvent O, parce que c'est le centre de mon repère. Mais quand vous voyez une ellipse représentée en maths, le O, c'est le milieu de l'ellipse. Donc en fait, cette notation-là, elle est un peu dangereuse. Et moi, je la représenterais plutôt comme ça. Mes deux axes, X, Y, mon point O qui est ici, ma base polaire ER, Eθ, comme ça, et la trajectoire après que je dessine à partir de là, comme ça. D'accord ? Et le O du physicien, c'est le F du mathématicien. Alors ça correspond à quoi les foyers d'une ellipse ? Ça correspond, si vous voulez tracer une ellipse, alors pour tracer un cercle, quand vous étiez à l'école primaire, on vous a appris quoi ? On vous a appris, vous prenez un bâton, vous le plantez dans le sol, vous prenez une corde, l'autre côté vous mettez un crayon, et puis vous tendez la corde. D'accord ? Ça c'est pour tracer un cercle. Pour tracer une ellipse, c'est pareil, sauf que vous prenez deux bâtons. Vous prenez deux bâtons avec une corde de longueur fixe, vous fixez la corde ici et ici, vous mettez votre crayon sur un point de la corde et vous tendez la corde. Et puis vous parcourez la figure géométrique qui correspond à ça. D'accord ? Et la position de vos deux bâtons sont vos deux foyers.
Ça, c'est la définition géométrique d'une ellipse. Une ellipse, c'est le lieu des points tel que la distance f'Bf soit constante. D'accord? Alors nous, on n'a pas beaucoup de géométrie à faire en fait dans le programme. Il faut juste faire attention aux notations, il ne faut juste pas vous faire avoir là-dessus. C'est bon? Donc du coup, si je continue. Donc c'est pour ça, je l'ai mis en remarque parce que c'est pas explicitement au programme, mais si vous n'avez pas compris que la trajectoire était une ellipse, vous avez quand même raté quelque chose. Conséquence de la loi des airs. Donc on a dit le mouvement est plan, il suit la loi des airs, ok. La Terre, par exemple, sa trajectoire, c'est une trajectoire elliptique avec une excentricité qui est à peu près 1 sur 60e. Donc c'est pas très très grand. Hugo, le deuxième foyer, il n'est pas hypothétique, et il existe vraiment, c'est juste un point géométrique en fait. Il n'y a pas de masse au niveau du deuxième foyer. Non, il n'y a rien au deuxième foyer, il y a du vide intersidéral. Par contre, si par la force du physicien, j'arrive à prendre le Soleil et à le déplacer instantanément au deuxième foyer, bah, la trajectoire de mon point ne changera pas. C'est ça que ça veut dire en fait. Mais votre point, il ne tourne pas autour de O, il tourne autour du foyer. Alors, conséquence de la loi des airs. Donc, la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est une ellipse un tout petit peu aplatie, une excentricité de 1/60e, c'est assez faible, c'est quasiment circulaire. Idriss, comment se fait-il qu'il n'y a rien au deuxième foyer et que la trajectoire reste quand même elliptique? Il n'y a qu'une seule force, qui est une force centrale. D'accord? Si je rajoute une deuxième planète, un deuxième soleil ici, j'aurai deux forces, donc la trajectoire elle sera complètement différente. Donc du coup je disais, excentricité 1/60e. Donc 1/60e c'est assez petit, c'est presque un cercle. D'accord? Quand vous faites un peu de géométrie, vous pouvez, alors là je vous donne le résultat, c'est pas à démontrer, vous pouvez calculer l'écart qu'il y a entre le demi-grand axe et le demi-petit axe. Donc le demi-grand axe c'est cette longueur-là, ça c'est A. Le demi-petit axe c'est cette longueur-là, ça c'est le B. Ça vous permet de voir l'écart par rapport à une trajectoire circulaire. Et vous voyez que l'écart entre les deux, relativement, c'est 1/7 millième, donc c'est presque circulaire. D'accord? Par contre, il y a quand même une petite conséquence de la trajectoire elliptique, c'est qu'avec la loi des airs, en fait, comme vous balayez des durées égales pendant des temps égaux, vous n'allez pas à la même vitesse partout. Donc là, votre Terre, quand elle tourne autour du Soleil, ce qui se passe, c'est que là, à ce point-là, au périhélie, la distance est faible. Donc si la distance est faible et que ma constante, c'est ma constante de la loi des airs, c'est r carré θ point. Quand je suis ici, le θ point, il est grand. Donc ça, c'est grand. Donc du coup, en ce point-là, je tourne entre guillemets plus vite. Alors qu'en ce point-là, je tourne entre guillemets moins vite. Relativement. Vous pouvez même aller jusqu'à l'expression de la vitesse. Hein. C, c'est R, donc ça je vais l'appeler RP. Ça fait RP fois VP. Et ça, si je l'appelle RA, ça fait aussi RA fois VA. Donc du coup, la vitesse que vous allez avoir ici, elle va être, j'exagère un peu, elle va être comme ça. Alors que la vitesse que vous allez avoir ici, elle va être comme ça. Charles, A-B, etc. Ça c'est une propriété géométrique des ellipses qui n'est pas au programme. C'était juste pour vous montrer l'aplatissement relatif. D'accord? En fait, dans les ellipses, vous avez très très peu de choses à connaître au programme. Donc j'ai une grande vitesse ici, une petite vitesse ici. Ce qui se traduit géométriquement par un truc tout bête, c'est que si je veux faire la différence entre... Enfin, si je veux caler les saisons, pour caler les saisons, j'ai besoin de connaître le jour de l'équinoxe et le jour des solstices. L'équinoxe, c'est le jour où c'est le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit, qui sont placés ici et ici. D'accord? Et voilà, exactement. Ça veut dire qu'on va passer moins de temps dans cette zone-là que dans la zone de l'autre côté. D'accord? Et ça, c'est un truc qui est très intéressant pour nous dans l'hémisphère nord, parce que ça vous dit que l'hiver est plus court que l'été. L'hiver, il dure, le temps entre les deux équinoxes, d'automne jusqu'au printemps, c'est 179 jours, alors que de printemps jusqu'à automne, c'est 186 jours. Donc, ce qui se traduit
pour nous par endurer un hiver qui est un peu plus court que dans l'hémisphère sud. Ok? Alors, et c'est le contraire dans le sud, exactement. Donc ça, c'est la résolution pour le cas de l'interaction gravitationnelle. Vous pouvez... Et non, les équinoxes sont pas placés symétriquement. Alors, pourquoi les équinoxes sont tordus? Parce que l'axe de rotation de la Terre est penché. D'accord? C'est ça qui fait que les équinoxes sont pas comme ça, par exemple. Il ne faut pas que je découpe comme ça. Ok? Alors, le problème, je peux aussi le résoudre. En fait, pas que pour la gravitation universelle, je peux aussi le résoudre pour le cas coulombien, donc interaction entre deux charges. Donc ça, c'est un exercice qu'on vous fera faire. On travaillera avec l'interaction entre deux charges. C'est le même type de résolution, à ceci près que j'ai des situations où la trajectoire, au lieu qu'elle soit fermée, bornée, elle peut être ouverte. Dans ce cas-là, c'est une hyperbole. Charles, pourquoi il fait plus chaud l'été? Ça, c'est un problème de comment le soleil vient frapper la Terre. Si l'axe de rotation de la Terre il est comme ça, j'ai bien raté mon cercle, hop, comme ça. Si les rayons ils arrivent là, bah là je suis en été dans l'hémisphère nord, je suis en hiver dans l'hémisphère sud. Les rayons ils viennent bien frapper à la verticale là, alors qu'ils sont rasants ici. Ok, ça c'est la différence des saisons. Alors, donc du coup en fait tout ce problème-là, je peux le résoudre complètement à partir des lois de la mécanique, pas de problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur un cas simplifié, qui est le cas du mouvement circulaire que vous avez déjà fait en terminale en fait. Donc là, le grand 4, on va refaire un truc que vous avez déjà fait en terminale. Donc on oublie tout ce qu'on a vu sur l'énergie potentielle effective, tout ce que je viens de vous poser, vous revenez un an en arrière, et on veut juste caractériser la trajectoire. D'accord? Donc pour ça, c'est facile, on a un point P de masse petit m en mouvement autour d'un point O de masse grand M. Il n'y a que la force qui est la force de gravitation universelle. On vous demande de représenter la trajectoire, d'exprimer la vitesse angulaire, exprimer la norme de la vitesse, etc. Et montrer une relation qui est une relation entre les énergies potentielles et cinétiques. Alors on va faire ça rapidement. Donc on va remettre un dessin. Tac. Je vous repartage juste une fenêtre de dessin pour pouvoir écrire plus facilement. Comme ça. Donc on a dit le point O de masse grand M, le point P de masse petit m, la base polaire, là il n'y a pas à réfléchir, hein, je dessine juste ma base polaire, on va dessiner en rouge, ER, le θ, et on vous dit que la trajectoire est circulaire, et le rayon de la trajectoire c'est grand R. Donc ici, j'ai grand R. D'accord? Comment je fais pour étudier la dynamique de ce truc-là? Système, bilan des forces, etc. Donc le système, c'est le point P. Le référentiel, c'est le référentiel, alors je ne sais pas lequel, mais je suppose qu'il est galiléen. Et le bilan des forces. Il n'y a que la force de gravitation que O exerce sur P. Ok? Je fais la cinématique. Donc c'est un mouvement circulaire. Donc le vecteur position, c'est grand R, ER. C'est un grand R. Et après, je vais faire vitesse, accélération à partir de ça. Alors, en terminale, vous avez vu la base de Freinet. Alors Loïc, la base de Freinet, elle n'est pas explicitement au programme de terminale, donc ça dépend un peu de ce qu'ont fait vos profs. Et je vous avais dit, quand je vous ai introduit les coordonnées polaires, la base de Freinet, vous prenez tout et vous oubliez. En fait,
Parce que la base de Fresnel, ça nécessite de connaître le sens de courbure de la trajectoire. Et nous, on veut faire des cas généraux où le sens de courbure, a priori, il n'est pas prédéfini. D'accord? Donc nous, on fait tout encore avec ce qu'on sait faire, coordonnées polaires. Et du coup, je vais vous remontrer que ce que vous avez fait en terminale avec la base de Fresnel, on peut le retrouver comme ça. Donc, vecteur position comme ça, je dérive, j'obtiens le vecteur vitesse. Donc ça me fait r qui est fixe, θ point et θ. Et je redérive une deuxième fois, ça me donne le vecteur accélération qui fait r θ point point Eθ moins r θ point carré ER. D'accord? J'applique le principe fondamental. Donc masse fois accélération égale la force qui est exercée par O sur M que je vais expliciter. Donc c'est moins G grand M petit m sur R carré ER. Et je projette ça sur les deux axes. Je vais obtenir selon ER moins M R θ point carré égale moins grand G M petit m sur R carré. Et selon Eθ, je vais obtenir M R θ point point égale 0. D'accord? C'est un 0 ça. Hop. La projection selon Eθ, elle me dit quoi? Elle me dit θ point égale constante. Donc le mouvement, il est circulaire uniforme. Et la projection selon R, celle-là, ça là, si je le réécris, il manque un carré pour le PFD. Ah oui, là. Ouais, exact, merci. Alors Alexis, le PFD en rotation, il va être utile que pour ce cas-là, parce que c'est un mouvement circulaire. Donc le mouvement circulaire, c'est un mouvement où j'ai, dans l'expression de la vitesse qui est ici, j'ai plus le terme en R.ER. D'accord? Donc c'est un cas particulier. Et c'est un cas particulier que vous savez faire rapidement en fait. Donc du coup, si j'isole θ point carré là-dedans, ben, j'obtiens θ point carré égale G grand M petit... il n'y a plus petit m, pardon. Donc G grand M sur R cube. Tac. Là, j'ai trouvé l'expression de la vitesse angulaire. Donc mon mouvement, il est circulaire uniforme. La vitesse angulaire du mouvement dépend du rayon, de la masse de l'astre attracteur et de la constante de gravitation universelle. Du coup, maintenant, on peut faire la suite de l'exercice. Exprimer la norme de la vitesse en fonction des données du problème. Faire l'application numérique pour le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, on va regommer tout ça et on va recommencer. Donc, je vais partir de ça. Hop. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Donc on a obtenu quoi? On a obtenu θ point carré égale grand G M sur grand R cube. La norme du vecteur vitesse, vu que c'est un mouvement circulaire, bah c'est R fois θ point. Donc je prends la racine carrée de ce que j'ai écrit juste avant. Ça va me faire quoi? Ça va me faire R fois racine de grand G M sur R cube. Comme ça. Ça, c'est la norme du vecteur vitesse. Ok? Application numérique pour la Terre. Si vous faites le mouvement, enfin l'application pour la Terre autour du Soleil, vous allez trouver que V, c'est à peu près 30 km par seconde. Donc ça, c'est pour la Terre. Alors on peut simplifier les R, oui, je ne l'ai pas fait, donc ça fait, oui pardon, je suis allé un peu vite, ça fait racine de GM sur grand R. D'accord? Et il est sous la racine. Hop, comme ça.
Donc 30 km par seconde pour la Terre. C'est-à-dire chaque seconde, la Terre elle parcourt 30 km sur sa trajectoire. Toutes les secondes. Donc là, entre le début et la fin du cours, je vous laisserai calculer la distance que vous avez parcourue autour du Soleil. Ok. Ensuite, il faut établir le lien qui est entre EC et EP. Alors pour ça, donc ça doit être la question qui est la question 4, si je ne dis pas de bêtises. Montrer que EP plus 2EC égale 0, expliciter l'énergie mécanique. Alors, j'espère si je vais avoir assez de place. Donc EC, c'est 1,5 de mv carré. Sauf que là, on a trouvé V. Donc je l'élève au carré, ça me fait 1,5 de M fois G fois grand M sur R. D'accord? EP, c'est moins G grand M petit m sur R. Et bien qu'est-ce que vous constatez quand vous regardez les deux expressions? Vous constatez que EC, c'est moins 1,5 de EP. Et donc vous avez 2EC plus EP égale 0. Non Hugo, c'est pas un plus pour EP, c'est un moins. Ok? Donc 2EC plus EP égale 0. Ensuite, si je veux l'énergie mécanique, je fais EC plus EP. Alors du coup, je vais gommer en haut et je vais recommencer. Tac, tac, on va se mettre là. Donc maintenant, j'écris l'énergie mécanique. Donc EM égale EC plus EP. Donc je reprends l'expression de EC 1,5 de produit des masses fois G sur R, l'expression de EP qui est là-bas, et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins 1,5 de G grand M petit m sur R. Ça, si vous reprenez ce qu'on a vu juste avant avec l'énergie potentielle effective, c'est moins K sur 2R. Où K, c'était G fois le produit des masses. Donc en fait, on retrouve le résultat qu'on a établi tout à l'heure avec l'énergie potentielle effective. D'accord? Alors du coup, on peut revenir au poly, et j'ai presque fini ce que je voulais faire aujourd'hui. Tac. Tac. Alors du coup, généralisation. La généralisation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, cette expression-là, je l'ai déjà démontré tout à l'heure avec l'énergie potentielle effective. On avait écrit moins K sur R1 plus R2. Et R1 plus R2, si vous regardez géométriquement, ça fait le grand axe de votre ellipse, quand la trajectoire est elliptique. D'accord? Donc cette formule-là, EM égale moins K sur 2A, c'est pour une trajectoire elliptique. Et ça, c'est une formule qui est hyper importante. Donc celle-là, vous pouvez l'encadrer comme ça, et puis même comme ça, etc. C'est une formule que vous pouvez sortir directement. C'est une formule qui est assez longue à démontrer, je l'ai démontré tout à l'heure en fait. Mais une fois que vous l'avez démontré, ça fait partie des résultats que vous avez le droit d'utiliser directement. D'accord? Du coup, je vous ai remis... Il y a une question. Hop. Je vous ai remis en bas la preuve de EM égale moins K sur 2R avec l'énergie potentielle effective. Attention Léo, c'est... Petit a, c'est le demi-grand axe. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a un 2, parce que R1 plus R2, ça fait le grand axe. Bilal, allez-y. Bilal, vous vouliez parler. Faut que vous activiez votre micro, sinon je vous entends pas. Non? Bon, vous voulez pas parler. Alors du coup, tac. Ok. Du coup, attends, j'en suis où là. Donc là, la petite remarque que j'ai mis ici, c'est pour vous montrer que
je peux redémontrer les choses à partir d'énergie potentielle effective. Allez-y, Bilal. Vous m'entendez? Oui, allez-y, c'est bon. Ah, c'est bon. Du coup, là, si on démontre que EM est égal à moins K sur 2A, on peut démontrer que la trajectoire est circulaire. Non. Non? En fait, EM égale moins K sur 2A, c'est plus général. C'est valable pour une trajectoire elliptique. Ah, c'est valable pour elliptique aussi. Ouais. Alors, un cercle, c'est un cas particulier d'ellipse. D'accord? Dans un cercle, le demi-grand axe, c'est le rayon du cercle. Donc la formule EM égale moins K sur 2A qui est valable pour l'ellipse, elle est aussi valable pour le cercle. Pour le cercle. D'accord? Mais je l'ai... par exemple, dans l'activité ici, là, dans l'exercice qu'on vient de faire, on a démontré EM égale moins K sur 2R pour un cercle. Dans le grand 3, on l'a démontré pour un cas général. Ok? Et en fait, ce qu'il faut que vous reteniez de ça, c'est que cette formule-là, moins K sur 2A, elle est tout le temps vraie. Comment vous allez faire pour me la redémontrer si vous êtes pressé, en fait? Vous allez la redémontrer en faisant le cas circulaire. Vous faites le cas circulaire que vous savez faire avec la mécanique qu'on a vue depuis le mois d'octobre. Donc vous faites le cas circulaire très rapidement, un PFD, je projette, etc. Ça, vous savez faire. Vous trouvez moins K sur 2R et ça vous permet de vous rappeler la formule dans le cas général. D'accord? L'analyse énergétique qu'on a faite à la fin, elle sert à quoi? Elle sert à poser un théorème qui est un théorème de mécanique stellaire qui s'appelle le théorème du viriel, qui est cette formule-là, EP, ça là. Dans le cas circulaire, elle s'écrit comme ça. Dans le cas elliptique, elle s'écrit comme ça. En valeur moyenne, GEP plus 2c égale 0. Qui est un théorème qui n'est pas au programme, mais qui est une petite ouverture sur la dynamique stellaire. D'accord? Et Enzo, en fait, pour un cercle, on aurait moins 4 sur 2A. Oui, c'est ça, oui. Sauf que pour un cercle, le demi-grand axe et le demi-petit axe, c'est pareil. Alors, du coup, donc là, on remarque, je vous refais tout avec l'énergie potentielle effective. C'est juste pour vous montrer que c'est cohérent en fait. Ce que j'ai fait avec le PFD, j'aurais pu le faire avec l'énergie potentielle effective. Sauf que l'avantage du PFD, c'est que c'est plus rapide, c'est plus direct. Et une fois que j'ai fait ça, je peux démontrer la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler, c'est quoi? C'est T2 sur A3 égale constante. D'accord? Moi, j'ai trouvé que θ point, c'était une constante, comme mon mouvement était circulaire. Donc si mon mouvement est circulaire et que θ point, c'est une constante, la période de mon mouvement, c'est 2π sur θ point. D'accord? Et θ point, je peux le réécrire avec la relation R, θ point, ça c'est un R, égale V. Et avec cette relation-là que j'injecte ici, j'en déduis la période en fonction de R et de V. J'élève tout ça au carré, j'explicite V avec la formule qu'on a trouvée juste avant, et j'obtiens cette relation-là. D'accord? Donc T2 sur A3 égale 4π sur... T2 sur R3 égale 4π sur GM. Alors, c'est un cercle, je suis tout à fait d'accord. Sauf que le cercle est un cas particulier d'ellipse. Donc ça, là, vous avez la preuve. Ça, je vous démontre ça pour un cercle. Et par contre, je ne voulais pas démontrer pour une ellipse, mais vous admettez que ça reste vrai pour une ellipse. Donc vous admettez que pour une ellipse, T2 sur A3, ça fait 4π carré sur GM. Et là, pour le coup, vous devez admettre. D'accord? En fait, le programme de ce chapitre-là, l'idée, c'est je fais le mouvement circulaire, je démontre le résultat pour le mouvement circulaire, et j'admets pour le cas général, effectivement, comme vous avez fait en terminale. D'accord? On peut démontrer T2 sur A3 égale 4π carré sur GM pour une ellipse, mais ça nécessite de connaître un peu plus de choses sur les ellipses qui ne sont pas au programme. Et alors Hugo, on peut encadrer en rouge. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'encadrer en rouge ça. C'est T2 sur A3 égale constante. Et de vous dire, ok, comment je fais pour retrouver l'expression de la constante? Pour retrouver l'expression de la constante sans me planter, est-ce que c'est 4π carré, est-ce que c'est 2π carré, etc. Et je fais quoi? Je repars du mouvement circulaire. Et je refais le mouvement circulaire sur un coin de table, et je retrouve l'expression de la constante. Ok? Petit juste résumé quand même, et après je finis, sur les différents mouvements possibles. Donc vous avez 3 cas à partir de l'énergie mécanique. Soit l'énergie mécanique est positive. Dans ce cas-là, vous avez un mouvement qui est un état de diffusion, vous avez une trajectoire qui est une hyperbole.
D'accord? Soit l'énergie mécanique est nulle. Dans ce cas-là, la trajectoire, c'est une parabole. Parabole. D'accord? Soit l'énergie mécanique est inférieure à 0. Dans ce cas-là, la trajectoire, c'est une ellipse. Et vous avez EM égale moins K sur 2A. D'accord? Ça résume en gros les cas qu'il faut que vous visualisiez. Si la trajectoire est une hyperbole, si je fais le dessin ici, là il y a le centre de force. Votre trajectoire elle va faire comme ça. Tac, tac. D'accord? Si la trajectoire est une parabole, ça ressemble. Et si la trajectoire est une ellipse, le centre de force il est comme ça et la trajectoire elle est comme ça. Et l'état lié, c'est celui-là. Ça, c'est des états de diffusion. Ça, c'est un état lié. Ok? Alors, il reste un paragraphe au cours, qui est le paragraphe grand 5. Le grand 5, c'est j'applique ce que je viens de faire à la situation où j'ai la Terre et un satellite qui tourne autour de la Terre. D'accord? Donc ça, ce que je vous demande de faire, c'est, vous le lisez, vous allez voir que tout ce qui est dedans, on l'a déjà traité en fait, mais on l'adapte juste au cas de la Terre avec un satellite en mouvement autour de la Terre, et puis il y a quelques applications dessus. Donc ça, vous devez le lire en autonomie, et je le retravaillerai mardi matin. D'accord? Je vous enverrai un mail ce soir avec votre travail pour le week-end. Vous aurez quelques exos à préparer pour le TD de lundi. Et lundi, on fera une correction de TD plus comme il y a 15 jours que comme la semaine dernière, parce que visiblement, vous aviez préféré. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, Hugo. Moi, c'est pour tout à l'heure, la dérivée. Je comprends pas pourquoi on a un moins dans l'énergie potentielle. Alors, le moins, il vient de l'expression de votre force de départ. Donc, votre force, c'est... Justement, il y a un moins dans la force. Et Oui. s'il y a un moins dans la force, ça veut dire qu'il y a un plus dans l'énergie potentielle. Non, parce que le travail élémentaire, c'est moins des 2 EP. D'accord? Et quand vous dérivez 1 sur R, ça fait moins 1 sur R carré. Oui, mais justement, dans l'énergie potentielle, on a mis moins Oui. quelque chose sur R. Et du coup, quand on dérive, ça fait quelque chose sur R carré avec un plus devant. Il n'y a pas de moins. Alors, attendez, vous êtes à quelle page du poly, là? C'est l'activité 3. Parce qu'il y avait une faute de frappe dans le texte, donc on va vérifier que vous avez corrigé comme il faut. Là. Activité 3 ou 2? 2 Non, 3. Ah, quand on a exprimé EP. Alors, je vais vous refaire la preuve de EP égale moins ce qu'il faut, d'accord? Parce que ça, c'est un truc à savoir refaire. On va juste repartager le dessin. Celui-là. Tac. Je mets juste mon dessin. Et je vous refais la preuve depuis le départ. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y avait pas de piège. Enfin, que j'ai pas truandé. Donc le point de départ, c'est la force. Donc centre de force ici. Hop, le point M ici. La force, c'est moins G grand M petit m sur R carré ER. Ça c'est bon? Comment je fais pour trouver l'énergie potentielle associée? Je calcule le travail élémentaire de cette force. Donc c'est force, scalaire, déplacement élémentaire. Donc vous explicitez le déplacement élémentaire, ça on a déjà vu. Et vous allez obtenir moins G, grand M, petit m, sur R carré, fois dr. Ensuite vous dites que dr sur R carré, c'est moins d de 1 sur R. Là, le moins qui est là, c'est parce que si je dérive 1 sur R, ça fait moins 1 sur R carré. Donc du coup, mon travail élémentaire, il va se réécrire.
il y a un moins ici, un autre moins qui était là-bas. Ça va se réécrire G, grand M, petit m, sur R, et c'est D de tout ça. Ok? Si votre force est conservative, le travail élémentaire, il se met sous la forme, moins D de EP. Et donc, si vous identifiez la formule de droite avec la formule de gauche, vous voyez qu'à droite, là, il y a un moins qui est réapparu. Donc, je vais bien poser EP égale moins G, grand M, petit m, sur R plus une constante. Constante que je fixerai après. Ok? Donc, Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez fait, mais juste mathématiquement, si on dérive moins 1 sur R, et ben on trouve 1 sur R carré avec un plus. Oui. Enfin, c'est ce que je comprends. Oui, vous avez raison. Enfin, je comprends pas du coup si on dérive l'énergie potentielle. En haut, enfin un négatif constant et en bas R, quand on dérive, on est censé trouver un truc positif en haut avec R carré en bas. Oui, mais pourquoi vous voulez dériver l'énergie potentielle par rapport à Parce qu'on R? a dit que la force, elle dérivait de l'énergie potentielle. Oui, mais alors, quand on dit la force dérive de l'énergie potentielle, il ne faut pas oublier le moins ici. Ok, d'accord. On avait vu ça dans un mouvement à 1 degré de liberté selon un axe X. Je vous avais dit F, c'est moins DEP sur DX. En fait, le terme générique, c'est la force dérive de l'énergie potentielle, ça je suis d'accord. Mais ça, c'est juste c'est dans le langage oral qu'on dit ça. La vraie formule, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle. Ok? C'est bon, Hugo? Alors, il y avait une deuxième question. Charles, on lit jusqu'où? Jusqu'au bout, comme ça c'est fait. Ensuite, alors attendez, l'état lié, donc ça c'est bon, on a répondu. La colle, elle est déposée sur le Classroom. Oui, la colle, elle va apparaître d'ici 12 minutes dans Classroom. Voilà. La Terre à parcours. Ah, ça va, on n'a pas encore fait la distance Terre-Lune. Donc c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que sinon on s'arrête? S'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête. Vous pouvez disposer, tout à fait. Allez manger, vous préparez psychologiquement pour la colle, pour ceux qu'on colle. Allez, bonne fin de journée à tous du coup.